Bien. Alors, on va commencer ce TD, ce deuxième TD sur les forces centrales par l'exercice 5 du TD sur le temps de visibilité. L'idée est de se dire que vous avez un satellite qui est en orbite autour de la Terre, en orbite relativement basse, et si vous êtes placé en un point de la Terre, il y a un moment où vous voyez le satellite apparaître à l'horizon, hop, vous le voyez comme ça, et ensuite vous le voyez redisparaître à l'horizon, et on veut savoir combien de temps le satellite reste visible. Alors, on va commencer par refaire un petit dessin qui soit pas avec un angle qui corresponde à peu près à 45 degrés. Donc là, vous avez la Terre, et puis vous avez l'orbite, qui est une orbite basse, c'est un petit peu plus représentatif, même si ce n'est pas tout à fait ça. Donc le centre de la Terre, le point A de visibilité, et vous prenez la tangente ici, avec le point qui a été noté H et le point qui a été noté H'. Et l'angle qui vous intéresse ici, qui est noté phi par l'énoncé, se retrouve. Vous avez là une hauteur petit h, ici vous avez la distance RT qui est le rayon de la Terre, et on peut tout de suite commencer par déterminer, phi c'est l'angle adjacent, c'est l'angle qui correspond à ce côté-là, et votre hypoténuse qui est ici, puisque ici j'ai un angle droit, et donc je me retrouve avec un cosinus phi qui vaut RT, le côté adjacent, divisé par l'hypoténuse qui vaut RT plus H. Bon, donc phi va être l'arc cosinus de RT sur RT plus H. Alors, le temps de visibilité, c'est le temps qu'il faut à votre satellite pour parcourir cette distance-là. Donc, on va utiliser les caractéristiques de votre orbite. La distance H', la distance sur l'arc de cercle correspondant, va être la vitesse de circularisation sur cette orbite multipliée par le temps qui est justement le temps de visibilité, on va appeler ça TV, pour temps de visibilité qui nous intéresse. Du coup, vous avez que votre temps de visibilité, ça va être égal à l'arc HH' divisé par la vitesse de circularisation. Donc là, on en revient un petit peu à ce qu'on racontait dans la question de cours sur M7, donc dans l'exercice avec les deux satellites. Ce qui nous intéresse, c'est le temps de parcours sur un arc de cercle. Cet arc de cercle, si vous avez un angle phi, et donc on retrouve le même angle phi à cet endroit-là, donc on a donc un angle de phi qui est parcouru, vous avez HH' qui est l'arc de cercle, c'est simplement l'angle, c'est-à-dire 2 phi, multiplié par le rayon, c'est-à-dire RT plus H, le rayon de l'orbite qui nous intéresse. Donc, j'ai une expression ici que je peux remplacer. Ça me fait du 2 phi RT plus H divisé par la vitesse de circularisation. Dans l'exercice sur les deux satellites, cette vitesse de circularisation, on pouvait dire que c'était le périmètre divisé par la période totale, ce qui nous permettait de faire un rapport qui faisait intervenir la période totale. Mais là, on a une expression explicite de la vitesse de circularisation pour une orbite circulaire. C'est en racine de Gm divisé par RT plus H. Donc je me retrouve avec du 2 phi RT plus H à la puissance 3,5, puisqu'il y en a un qui vient là et un demi qui vient de l'inverse de cette racine, divisé par racine de Gm. Donc si on connaît la masse de la Terre, et qu'on connaît cet angle qu'on peut avoir en termes d'arc cosinus, on peut essayer de voir à quoi ça correspond. Alors, on se doute bien en fait que cet angle-là, vous voyez que ça s'écrit RT facteur de... alors non, ça s'écrit directement 1 sur 1 plus H sur RT.
Et donc, au premier ordre, ça correspond, puisque maintenant vous êtes des pros en développement limité, à 1 moins h sur rt. Or, le cosinus, ça correspond au premier ordre, de nouveau 1 moins phi carré sur 2. Je peux bien développer au premier ordre, parce que 100 km devant 6000, ça fait quand même une approximation relativement sympathique. Et donc, vous pouvez en déduire que phi, à partir de cette égalité-là, en utilisant, vous voyez que les 1 se simplifient de chaque côté, les moins aussi, et je me retrouve avec phi qui va valoir du 2h sur rt, du phi carré qui vaut 2h sur rt, donc phi c'est racine de 2h sur rt. Et si je remplace dans cette expression à cet endroit-là, je me retrouve avec du 2 à la puissance 3,5, donc du 2 racine de 2, on va garder ça sous cette forme-là, racine de h sur rt, multiplié par rt plus h à la puissance 3,5, divisé par racine de g. Là, vous pouvez soit sortir votre calculatrice, soit on va essayer de faire un petit rapport de tête. Allez, on essaye. Donc on a 2 racines de 2, donc 2 fois 1,4, fois racine de 200 km, il me semble dans l'énoncé, oui, vous avez 200 km et 6400 km, donc du 2 sur 64. Alors, je vais peut-être le garder comme ça, parce que le 6464, racine de 64, c'est relativement sympathique, fois donc 6600 km. Alors, il faut pas oublier que c'est... alors, là, 200 km sur 6400 km, ça simplifie, il n'y a pas besoin de faire attention aux unités. Mais là, les kilomètres, c'est du 10 puissance 6 mètres, donc ça à la puissance 3,5, divisé par racine, donc G c'est 7, 10 moins 11, la masse de la Terre c'est 6, 10 puissance 24. Donc, alors 1,4 en fait on va garder racine de 2 parce que racine de 2 fois racine de 2 ça fait 2, donc je me retrouve avec 4 sur racine de 64 et racine de 64 ça fait 8, c'est relativement sympathique. J'ai du 6,4 qui sort tout seul fois racine de 6,4 sur 7 fois 6,4 fois 6. Alors bref, il y en a un qui va effectivement partir. Je vais avoir du 1 sur racine de 7. Il va falloir réfléchir à ce que ça nous donne. Et il me reste encore les puissances. Donc j'avais du 10 puissance 6 à la puissance 3,5. 6 fois 3, 18. Divisé par 2, ça fait 9. 10 puissance 9. En dessous, j'ai du 24 moins 11. Donc 24 moins 11, ça fait racine de 10, donc 24, alors 24 moins 11, ça fait 13, 13, 10 puissance 13, donc ça me fait racine de 10 fois racine de 10 puissance 12, donc 10 puissance 6, ok, donc 10 puissance 6, ça se simplifie relativement bien, alors le 4 huitièmes, ça fait 1,5, lui on va le garder à 7, ensuite, j'ai du 1 sur racine de 70, 7 fois 10, ça fait 70. Celui-là, il va être relativement sympa parce que c'est presque racine de 64, donc c'est 8 fois 10 puissance 3. On y est presque. Je me retrouve avec du 3 huitièmes, 10 puissance 3. On est en seconde, donc c'est de l'ordre de, allez hop, on va dire 3 à 400 secondes. Et 3 à 400 secondes, ça correspond, 500 secondes, c'est 8 minutes et 20 secondes, donc 300, allez, 300 c'est facile, c'est 5 minutes, donc c'est à peu près un temps de passage de l'ordre de 5 à 6 minutes. Ah merde. Bien, alors l'exercice suivant est l'exercice 10. L'exercice 10 qui concerne SOHO, en fait, un satellite d'observation solaire qui va bientôt avoir 25 ans
et qui est toujours en activité, alors qu'au départ, la mission était prévue pour durer juste, je crois, 5 ou 10 ans. Et donc ça continue, et il est placé, ce satellite, à un point très particulier qu'on appelle un point de Lagrange. Donc vous avez le Soleil ici, vous avez la Terre, et puis le satellite est placé au premier point de Lagrange qui est entre le Soleil et la Terre, et qui a une particularité, c'est que quand on est sur ce point-là, on reste, enfin le Soleil, le satellite et la Terre restent à tout moment alignés au cours de la rotation de la Terre autour du Soleil ou du satellite autour du Soleil. Donc on va essayer de déterminer ça. Donc dans l'énoncé, on vous donne plein d'informations. On vous donne le lancer en 96, enfin l'observation depuis 96, le lancer le 2 décembre 95, la masse, la longueur, la largeur, la position, et on vous demande de déterminer quelle est la donnée que l'on peut valider dans le texte. Là-dedans, sur le nombre d'instruments, il n'y a pas moyen de valider ça simplement par un calcul. L'année de lancement, la date de lancement, la taille, la masse, tout ça, on ne peut rien dire. La seule information intéressante, c'est ce 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et c'est celle-là qu'on va essayer de déterminer par un petit calcul en prenant en compte l'attraction gravitationnelle à la fois du Soleil et de la Terre sur le satellite. Alors, si je fais un petit dessin correspondant, Roméo va de nouveau être épaté de mes capacités graphiques. Donc vous avez ici le petit Soleil, et autour du Soleil, vous avez la Terre sur son orbite, qui est une orbite, on va dire, circulaire. En fait, quasi circulaire, donc vous avez la Terre sur son orbite. Et on a envoyé le satellite SOHO là, et il est sur une orbite aussi circulaire, puisque à tout moment, il doit être aligné avec la Terre, et donc on va se retrouver avec les 3 points qui se déplacent de cette manière-là de concert. Donc, il faut que SOHO se déplace à une vitesse, à la même vitesse angulaire en fait que la Terre, pour rester à tout moment aligné. Le problème, c'est que c'est pas possible. En fait, si vous considérez que SOHO n'est soumis que à l'attraction du Soleil, vous avez la 3e loi de Kepler qui nous donne normalement la relation avec t carré sur a cube égale 4 pi carré sur g fois la masse du Soleil. Et donc la vitesse angulaire, le θ point, c'est-à-dire le 2pi sur la période, ce 2pi sur la période, vous pouvez le retrouver assez facilement, et vous vous rendez compte que c'est racine de GMS sur le rayon au cube. Donc là, on va prendre le cas d'une orbite circulaire avec un rayon. Donc j'ai racine de GMS sur R cube. Et plus vous êtes proche, donc ça augmente quand R diminue. Donc plus vous êtes proche, plus vous tournez à une vitesse angulaire qui est importante autour du Soleil. Plus vous êtes éloigné, plus vous allez lentement. C'est pour ça que Mercure fait un tour autour du Soleil en 88 jours, alors que la Terre c'est en 1 an et Jupiter c'est en 12 ans. C'est pas seulement que la Terre a une distance plus importante à parcourir, non seulement elle a une distance plus importante à parcourir, mais en plus elle le parcourt avec une vitesse qui va être une vitesse angulaire qui va être moins grande, donc un tour se fait plus lentement. Donc vous avez la relation qui s'écrit ainsi. Donc avec ces considérations, on se rend compte qu'il n'est pas possible de considérer uniquement l'attraction du Soleil pour essayer de déterminer ce qui va se passer. Alors, on va prendre comme système, on va revenir à nos fondamentaux en mécanique, on définit le système. Le système, c'est SOHO de masse petit m. Il est sur une orbite circulaire. Elle va être parcourue de manière uniforme parce qu'on veut que la Terre soit aussi sur une orbite circulaire. On sait que la Terre est sur une orbite circulaire uniforme. Donc, il est sur une orbite circulaire uniforme, parcouru à une vitesse angulaire θ point qui correspond à 2pi sur la distance Terre-Soleil. Parce qu'on veut qu'elle parcourt, qu'à tout moment, SOHO se retrouve aligné avec la Terre. Donc l'angle ici, θ de t, ça doit être le oméga terrestre fois t, ou oméga t,
ça correspond à 2π sur la période de la Terre. J'ai écrit n'importe quoi avec ce distance Terre-Soleil. 2π sur la période de la Terre, et cette période de la Terre, c'est 1 an. Donc on est capable de la calculer, et en fait, justement, avec la relation qui vient de la loi de Kepler, c'est G/ms sur la distance Terre-Soleil au cube, parce que la Terre, elle, est bien soumise uniquement, en première approximation, uniquement à l'attraction gravitationnelle du Soleil. Donc si on regarde l'inventaire, le référentiel quand même, on va prendre le référentiel héliocentrique. Ça, c'est important de déterminer, de signaler le référentiel qu'on va supposer galiléen, c'est-à-dire on oublie complètement qu'il y a Jupiter, Saturne et compagnie qui tournent aussi. Mais au niveau de l'inventaire, il y a 2 forces qui s'exercent sur SOHO. La force gravitationnelle du Soleil et la force gravitationnelle qui est due à la Terre. Donc c'est ces deux-là qui vont nous intéresser. Et donc si on se place en coordonnées polaires qui sont centrées sur le Soleil, la force gravitationnelle du Soleil va s'écrire moins G, la masse du Soleil, la masse de SOHO, divisé par la distance entre, donc on va dire la position R de SOHO au carré selon ER, et la force gravitationnelle exercée par la Terre, celle-ci, donc la force du Soleil va être dans ce sens-là, celle exercée par la Terre va être dans l'autre sens, donc elle va être selon plus ER. Ça va faire intervenir la masse de la Terre, la masse de SOHO et la distance entre la Terre et SOHO, c'est-à-dire la distance x qu'on cherche à calculer, où justement ce x, ça vaut la distance Terre-Soleil moins la distance qu'il y a entre le Soleil et SOHO. Donc la distance x, c'est cette distance-là, et c'est elle qu'on aimerait bien pouvoir vérifier, ou du moins obtenir une expression qui permette de le vérifier. Donc ça, en l'occurrence, ça me dit que R, de l'autre côté, vous avez que c'est la distance Terre-Soleil moins x. Donc si je veux appliquer ma relation fondamentale de la dynamique sur la masse petit m, qui dit que m fois l'accélération, c'est la force exercée par le Soleil plus la force exercée par la Terre. Ou votre accélération, elle s'écrit moins r θ point carré selon ER, et ce R là, c'est le R de SOHO, donc c'est le petit r qui vaut dts moins x. Donc on a l'accélération est connue, le θ point est justement celui de la Terre autour du Soleil, donc c'est le racine de Gms sur dts au cube. Donc ça c'est pour le θ point, et au carré, la racine va partir. Et donc cette expression-là, je la connais, je peux faire la projection selon ER de tout ça. Donc la projection sur ER de tout ça, ça me donne moins dts moins x, multiplié par gms sur dts au cube, normalement multiplié par la masse, mais vous voyez que la masse, en fait, elle va se simplifier avec les valeurs qui sont ici à chaque fois. Donc mon accélération à cette projection. Ensuite, j'ai le terme en gms sur dts moins x au carré, qui est l'attraction gravitationnelle du Soleil, et j'ai l'attraction gravitationnelle de la Terre. Donc là, c'est un mt qui apparaît sur x carré. Et là, vous avez une équation, une équation qui va être un polynôme d'ordre 5 en x, si vraiment je le résolvais de cette manière-là. On peut peut-être faire une petite approximation dans un premier temps, histoire de voir comment est-ce que ça se comporte, puisque ce dts moins x, allez, au premier ordre, c'est dts, alors ça c'est peut-être un petit peu rude
comme approximation, mais vous pouvez dire que c'est DTS, enfin, c'est DTS moins X au carré, donc ça va être, on fait un développement au premier ordre, il faut toujours se ramener à 1, donc c'est DTS au carré facteur, je vais l'écrire, GMS sur DTS carré, facteur de 1 moins X sur DTS au carré, plus GMT sur X carré, qui est égal à la même chose de l'autre côté. Donc là, je me retrouve avec une expression qui fait intervenir X. Si je le développe, si je mettais vraiment tout sous le même dénominateur, ça me ferait un polynôme d'ordre 5. Et donc, ça, on ne va pas pouvoir le résoudre forcément de manière exacte. Mais si vous remplacez la valeur de X du 1,5 million de kilomètres là-dedans, vous vous rendez compte que ça vous retrouve celle qui est ici, puisqu'on vous donne la constante de gravitation, la distance Terre-Soleil qui vaut 150 millions de kilomètres, et la masse de la Terre. Donc on se retrouve avec, et la masse du Soleil, et on se retrouve avec, effectivement, numériquement, en remplaçant le X qui vaut 1,5 million de kilomètres, vous pouvez vérifier que le terme qui est là est à peu près égal au terme qui est là, et donc on trouve la bonne valeur de X. Sinon, vous pouvez sortir votre ami Python et faire une petite dichotomie là-dessus, puisque en mettant tout du même côté, j'ai une fonction de X avec des TS, G, MS et MT qui sont des valeurs connues et qui est égale à 0. Alors le problème c'est de la dichotomie, c'est qu'il faut connaître quelle est la valeur. Alors, vous avez une valeur de X, vous savez, qui varie entre 0 et DTS. Je dois trouver quelque chose entre les deux. On peut avoir une meilleure estimation, mais là ça présuppose qu'il n'y ait qu'une seule position qui marche. Et effectivement, il y a un seul point de Laplace qui se retrouve entre la Terre et le Soleil, donc normalement la dichotomie devrait marcher. Sinon, vous pouvez utiliser Euler. Bref, vous pouvez utiliser tout ce qu'on connaît directement sur Python pour pouvoir résoudre cette petite équation. Ça fera peut-être l'objet d'un futur Python physique, parce que là, les histoires d'intégration de l'air, de frottement fluide et de dichotomie, visiblement, vous connaissez bien, et donc on va pouvoir passer. Ensuite, on passe à l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant, exercice 11, il s'agit de déterminer le freinage par poussière cosmique. Et donc si on regarde juste l'énoncé, ça c'était SO, vous avez ici un petit nuage qui vous donne une force de type frottement fluide en V carré. Vous voyez que la norme est proportionnelle au carré de la vitesse. Et on veut montrer que le temps qu'il faut pour s'écraser sur la Lune, du fait de ce nuage de poussière qui donne des frottements en V carré, on est capable de le calculer en fonction du rayon initial du satellite et du rayon de la Lune, de la masse de la Lune bien sûr. Ça va dépendre de la masse du satellite à cause de ce paramètre alpha qui justement lui n'en dépend pas, donc les masses ne peuvent pas se simplifier contrairement au cas de l'exercice précédent. Et donc on va essayer de mettre en place cet exercice. Ça va être intéressant parce que justement on va faire quelques approximations. On va supposer que la force est quand même pas trop brutale, ce qui veut dire que le rayon reste à tout moment circulaire et il change petit à petit, et on va essayer de voir à quoi ça correspond. Donc on peut déjà rappeler le cours. Pour une orbite circulaire, vous avez que la vitesse s'écrit racine de g m lune, ici, sur le rayon de l'orbite. Et vous avez autre chose, vous connaissez aussi l'énergie mécanique de votre système sur cette orbite, ça s'écrit moins gmm sur 2r. Donc on a une information là-dessus. Vous avez une force de frottement, et cette force de frottement qui s'exerce en plus de la gravitation qui, elle, vous fait tourner en orbite autour de la Lune. Cette force de frottement, on vous dit, elle s'écrit moins alpha VV, avec V qui vaut R.ER plus Rθ.Eθ. Si l'orbite
est quasi circulaire, ça veut dire que le terme en Rθ point est prédominant sur le terme en R point. Donc Rθ point est très grand devant R point. Et votre norme de la vitesse va toujours quasiment être égale à la valeur absolue de Rθ point. Et donc, ça me donne le racine de Gm sur R. Donc j'ai mon système qui tourne à vitesse angulaire presque constante. Bon, par contre, j'ai des frottements. Alors, qui dit frottement dit énergie mécanique non conservée. J'ai une expression d'énergie mécanique. Et là, pour une fois, on va essayer d'utiliser le théorème de l'énergie mécanique avec des forces non conservatives. Le théorème de l'énergie mécanique, ou théorème plutôt de la puissance mécanique, on l'a très peu utilisé celui-là, puisque je veux obtenir une équation différentielle qui me fasse évoluer le rayon. Donc le théorème de la puissance mécanique, il dit quoi? Il dit que la variation d'énergie mécanique au cours du temps, la dérivée de l'énergie mécanique au cours du temps, c'est égal à la puissance des forces non conservatives. Et ici, la seule force non conservative dont je dispose, c'est cette force de frottement. Et sa puissance, c'est F scalaire V. Donc je me retrouve avec la dérivée de l'énergie mécanique qui s'écrit moins alpha V fois V scalaire V. V scalaire V, ça me fait la norme de V au carré. Donc je me retrouve avec du moins alpha V cube. Ma dérivée de l'énergie mécanique a une expression qui va être en moins alpha V cube. Bon, or mon énergie mécanique, elle est là. Pourquoi est-ce que l'énergie mécanique dépendrait du temps? Qu'est-ce qui dépend du temps là-dedans? Eh bien tout simplement, si je peux faire l'approximation que mon orbite est quasi circulaire, pour une orbite circulaire, on a montré ça. Mais on va considérer que R varie un tout petit peu, ce qui veut dire que l'énergie mécanique change à mesure que R diminue. Vous doutez bien que vous allez tomber si jamais on met des frottements, on va vérifier que c'est cohérent. À mesure que R diminue, 1 sur R, il augmente, mais moins 1 sur R, il va diminuer. On a bien une diminution d'énergie mécanique. L'énergie mécanique devient de plus en plus négative jusqu'à ce que vous tombiez sur le sol. Donc là-dedans, la dérivée de l'énergie mécanique, le moins il est constant, le G, le M et le M ils sont constants, et je me retrouve avec la dérivée au cours du temps, le 2 aussi il est là, de 1 sur R. La dérivée de 1 sur R par rapport au temps, c'est la dérivée de 1 sur R par rapport à R multiplié par la dérivée de R par rapport au temps. Donc j'ai du moins GMM sur 2, on est toujours dans le cadre, j'ai moins GMM sur 2, multiplié par moins R sur R carré, multiplié par la dérivée de R par rapport au temps, c'est-à-dire par R point. Et ça, c'est égal à moins alpha V cube. Et V, je vais aussi utiliser ce que j'ai là. V s'écrit Gm, racine de Gm, alors j'ai plus le petit indice L, donc grand M, ça va être la masse de la Lune, divisé par R à la puissance 3,5. Donc quand je prends mon équation, déjà vous voyez que les plus, enfin les moins se simplifient, enfin partiellement, il va m'en rester un là, donc j'aurais pu très bien le simplifier comme ça aussi, et là j'ai du 1 sur R carré, du 1 sur R à la puissance 3,5, donc il va me rester du 1 sur racine de R, donc G et M partent ici. Il me reste du moins M sur alpha, R point sur racine de R, qui est égal à racine de Gm, qui est le seul truc qui me reste. Alors ça, c'était pas un alpha, c'était un 2. Hop, on change ça comme ça. Personne n'a rien vu. Par contre, le alpha, il est là, et celui-là, il reste. Donc, je me retrouve avec une expression de la sorte. Là, comment est-ce qu'on résout ça? On va procéder par séparation des variables. R point, c'est dr sur dt. Donc, je me retrouve avec dr sur racine de r, qui est égal à moins 2 alpha sur m racine de gm fois dt. Alors là, on refait un petit coup d'œil
à notre exercice, notamment la formule qui est là, regardez voir, j'ai, je vais le mettre comme ça, j'ai du alpha, du m, du racine de gm, du racine de gm. J'ai juste l'inverse, mais c'est pas très étonnant parce que comme on veut le temps, on va tout passer de l'autre côté à la fin. Et puis, il y a une histoire ici. Alors, il n'y a plus le 2. Donc, peut-être que le 2, je peux le passer de l'autre côté. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, je me retrouve avec un 2 à cet endroit-là. Et je vais faire la somme de toutes ces petites variations. Là, tout ça, c'est des constantes, donc ça peut sortir. Et je vais regarder entre t égale 0, ou à l'instant initial t0, jusqu'à t0 plus delta t, c'est-à-dire qu'il s'est écoulé un certain intervalle de temps. À l'instant initial, mon r, j'étais à la distance r0, et quand je me prends le sol, ben, ma distance par rapport au centre de la Lune, c'est le rayon de la Lune. Alors pourquoi je l'ai mis sous cette forme-là? Parce qu'une fois intégré, 1 sur 2 racine de x, c'est la dérivée de racine de x, justement. Et donc, je me retrouve avec du racine de r pris entre r0 et rl, qui est égal à du moins alpha racine de gm sur m delta t. Donc, je me retrouve avec du racine de rl moins racine de r0 qui est égal à mon terme qui est là, moins alpha racine de gm sur m delta t. Alors, vérifions qu'on n'a pas fait une erreur de signe quelque part. Delta t, il est positif. Le temps qu'il me faut pour m'écraser, il est forcément positif. Tous ces trucs-là, ils sont positifs, donc j'ai un machin qui est négatif de ce côté-là. Mais ça tombe bien parce que le rayon de la Lune est forcément plus petit que le rayon initial de l'orbite, donc cette différence-là est négative. Parce que forcément, si je m'interroge quand est-ce que je vais me cracher sur la Lune, c'est que je suis au-dessus de la Lune et pas déjà à l'intérieur de la Lune, pour lesquelles les équations qu'on a écrites ne sont plus valables, puisque la Lune ne peut plus être assimilée à un point masse. Donc tout va bien, je vais multiplier par m divisé par alpha racine de gm, changer le signe et donc changer l'ordre du R0 et du RL, et je me retrouve bien avec delta t qui est égal à m sur alpha racine de gm multiplié par racine de R0 moins racine de RL, qui est, sauf erreur, l'expression qu'on demandait de retrouver ici. Donc, tout va bien. J'ai l'expression voulue qui se retrouve. Donc là, c'est une astuce, une méthode assez courante, se dire si la force que je rajoute change peu en fait le comportement de votre système, je garde quand même les résultats qu'on a démontrés dans le cours dans le cas d'une orbite strictement circulaire. J'utilise un théorème qui me dit justement là la puissance des forces non conservatives c'est le seul truc non nul, puisque la puissance des forces conservatives elle est déjà rentrée dans l'énergie mécanique, et donc je regarde comment est-ce que je peux voir cette évolution, et vous avez une expression qui permet de déterminer cette chute. Bien, passons maintenant à l'exercice 13 sur ce qu'on appelle les ellipses de transfert de M. Hohmann. Ellipse de transfert de Hohmann. C'est en fait la technique qui est utilisée effectivement pour transférer des satellites d'une orbite à une autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à faire marcher la fusée tout le temps, un petit peu comme c'est fait en fait dans Tintin, on a marché sur la Lune. Donc c'est pas le principe, parce que ça va être en fait assez relativement difficile de bien le doser. On va plutôt donner un boost à un moment et voir comment ajuster ce boost pour passer d'un système à un autre. Alors, donc dans l'énoncé, on vous demande, on a un point P d'orbite, donc on a une orbite basse, et puis on veut le passer à une orbite haute, avec la Terre au milieu.
Et donc on a un rayon R1, on veut passer jusqu'à un rayon R2, et on vous demande dans un premier temps d'exprimer l'énergie totale du satellite sur l'orbite elliptique. Hein. L'idée c'est, voilà, je suis ici, je donne soudainement un surcroît de vitesse par rapport à la vitesse circulaire. Donc comme j'ai plus de vitesse, la vitesse circulaire me permet juste de rester à distance constante. Si j'ai une vitesse qui est moins importante, je vais avoir tendance à tomber, comme on l'avait vu dans l'exercice avec les deux satellites. Là, si j'ai une vitesse qui est plus importante, je vais avoir tendance à m'éloigner jusqu'à obtenir, arriver ici. Donc on a une orbite qui va être une orbite elliptique. Et l'idée, c'est je donne un premier boost ici, et là, je complète par ce qu'il faut pour arriver là-dessus. Donc là, vous voyez que la vitesse V1' qu'il faut donner ici doit être supérieure à la vitesse de circularisation pour pouvoir s'éloigner un petit peu. Et comme j'arrive ici, je suis sur une orbite qui normalement doit retomber. Et le même raisonnement me dit que si je ne donnais pas de vitesse supplémentaire, j'ai une vitesse inférieure à la vitesse de circularisation à cet endroit-là pour retomber. Alors méfiez-vous parce que la vitesse de circularisation sur l'orbite basse est plus élevée que sur l'orbite haute. Donc on pourrait se dire, j'ai besoin d'une vitesse moins grande ici, donc finalement il faut que je freine. Sauf que votre satellite va freiner automatiquement à mesure qu'il s'éloigne, sa vitesse diminue et il arrive ici avec une vitesse qui n'est pas suffisante pour être sur l'orbite circulaire, malgré le fait que la vitesse ici est plus faible que la vitesse dont il est parti au départ. Parce que le changement d'orbite vous permet de monter. Alors on va suivre les questions et on va regarder au fur et à mesure ce qu'elles nous amènent. Donc la première, c'est exprimer l'énergie totale du satellite en fonction de R1 plus R2. Et on rappelle que R1 et R2 sont... Donc là on retrouve R2, vous avez le périgée et l'apogée. Si on retrouve R1 et R2, dans cette direction-là, vous avez que R1 plus R2, c'est le demi-grand axe, c'est le grand axe complet, donc 2 fois le demi-grand axe. Or, le cours nous a permis de dire que l'énergie s'écrivait pour n'importe quelle orbite GMM sur 2A. On l'a prouvé pour une orbite circulaire et après on a dit, vous me croirez, mais voilà, il suffit de remplacer le rayon par A. Résultat, le 2A, c'est R1 plus R2 et donc j'ai une expression de l'énergie mécanique qui fait intervenir juste R1 et R2. Alors calculer la vitesse du satellite sur son orbite basse. Donc la vitesse du satellite et V1, c'est la vitesse de circularisation pour le rayon R1 et le cours me donne, et s'il faut refaire la démonstration, on la refait rapidement avec le V carré sur R pour l'accélération et la force par unité de masse de l'autre côté. Donc on retrouve ce racine de Gm sur R1, donc c'est une formule que vous pouvez utiliser directement, il faut absolument savoir la calculer, la retrouver si jamais il y a besoin. Bon, donc ça c'est la vitesse sur l'orbite circulaire. Et moi je veux chercher la vitesse V1', de sorte que mon énergie mécanique soit égale à l'énergie mécanique qui correspond à A, c'est-à-dire qui s'écrive moins GMM sur R1 plus R2, puisque je veux me retrouver sur cette orbite-là. C'est simple, l'énergie mécanique, quand je suis au point, on va dire A', c'est-à-dire au point A, mais avec la vitesse V1', c'est l'énergie cinétique, c'est 1 demi de M V1' carré, plus la vitesse, plus l'énergie que j'ai, l'énergie potentielle qui correspond à quand je suis à ce point A, et cette énergie potentielle, c'est moins GMM sur R1, puisque au moment où j'ai cette vitesse V1', je suis toujours à une distance ici, R1 par rapport au centre. Donc, il suffit de poser l'équation. J'ai moins GMM sur R1 plus R2 qui est égal à 1,5 de M V1' carré moins GMM sur R1. Donc, je simplifie par la masse, je fais passer ça de l'autre côté. Je me retrouve donc avec GM facteur de 1 sur R1 moins 1 sur R1 plus R2 qui est égal à V1' carré sur 2. Donc j'ai 2 GM, ça me fait R1
plus R2 moins R1, donc il me reste juste R2 en haut, divisé par R1 facteur de R1 plus R2, qui va être égal à V1' carré. Et donc, j'ai V1' qui va être racine de Gm sur R1, j'utilise ce bout-là, multiplié par 2R2 sur R1 plus R2, donc je prends la racine aussi. Donc en fait, ça s'écrit V1 multiplié par racine de 2 sur R1 sur R2 plus 1. Et ce machin-là, on peut voir que c'est supérieur à 1, puisque R1 est inférieur à R2, donc ce terme-là est inférieur à 2, et donc ce rapport est supérieur à 1. Donc on a bien que V1', il est supérieur à V1. Je dois donner un petit coup de boost pour démarrer et faire le tout. Alors la question c'est à quel... Alors j'ai juste fait une erreur au niveau des notations, parce que visiblement dans l'énoncé ils appellent ça le point A, et puis ça c'était le point P, donc c'est exactement pareil en partant de P'. Donc quand j'arrive au point A, sur mon orbite verte, étant donné qu'à aucun moment je n'ai injecté d'énergie, je me retrouve avec la même énergie que j'avais ici, donc mon énergie mécanique vaut toujours moins Gmm sur R1 plus R2. Sauf que maintenant, je suis en haut avec une vitesse qui correspond à V2', puisque je suis sur mon orbite prime, moins, enfin plus l'énergie potentielle gravitationnelle qui s'écrit moins Gmm sur la distance à laquelle je suis du centre. Et là, maintenant, à cet endroit-là, je suis à une distance R2 du centre. Donc, j'ai une nouvelle équation qui va me permettre de trouver V2'. Alors, je vais aller un tout petit peu plus vite pour la résolution. Vous voyez que de nouveau, il y a les masses qui se simplifient. De nouveau, je passe ça de l'autre côté. Donc, j'ai du 2Gm facteur de 1 sur R2 moins 1 sur R1 plus R2. C'est le même calcul qu'avant, sauf qu'au lieu d'avoir R1 ici, j'ai un R2. Et donc, je me retrouve avec du Gm en mettant sous le même dénominateur. J'ai le R2 qui va venir. R1 plus R2 moins R2, il me reste R1 en haut. Et l'autre terme, c'est R1 plus R2. Et il y a le 2 qui avait à cet endroit-là. Donc, j'ai un V2' carré qui est égal à ça. Et donc, je passe à la racine pour obtenir l'expression. Et vous voyez que ça s'écrit V2, la vitesse de circularisation 1R2, multiplié par racine de 2R1 sur R1 plus R2. Et cette fois-ci, ce terme-là, il est inférieur à 1, puisque R1 est inférieur à R2. Donc, R1, 2R1, c'est R1 plus R1, c'est plus petit que R1 plus R2. Donc, c'est inférieur à V2. Donc, j'ai besoin d'un second boost. Car on a perdu de la vitesse lorsqu'on est monté sur l'orbite et qu'on s'approche de l'orbite haute. On a perdu de la vitesse et si on reste comme ça, on retombe. Et comme je vous ai déjà raconté, c'est exactement ce qui s'est passé avec Hipparcos. Hipparcos était en orbite basse, une centaine de kilomètres, 400 km d'altitude, donc relativement proche de la Terre. On voulait le mettre sur une orbite géostationnaire, comme ça il y avait il suffisait d'avoir une seule antenne ici qui était tout le temps quasiment en dessous et donc ils pouvaient discuter avec lui. Et ils n'ont pas réussi. Ils ont réussi à faire le premier boost, donc ça s'est mis sur cette orbite verte. Et quand ils sont arrivés là, le moteur a calé. Ils n'ont jamais réussi à le faire redémarrer. Résultat, il s'est retrouvé sur une orbite elliptique à pouvoir faire ses observations, parce qu'il arrive quand même jusqu'à 36 000 km d'altitude, donc 42 000 km de rayon ici, et hop, ça tombe, et puis il y a une zone, quand vous passez à l'intérieur de la ceinture de Van Allen, qui fait qu'on ne peut plus prendre de mesures.
Donc là, j'ai comparé V'1 à V1, comparé V'2 à V2, et j'ai toutes les informations nécessaires. Alors, calculer le temps de transfert, la dernière question, c'est qu'il faut calculer le temps de transfert de l'orbite basse à l'orbite haute, ainsi que l'énergie qui a été dépensée. Le temps de transfert, c'est en fait une demi-période de mon orbite prime sur mon ellipse. Et cette demi-période, j'utilise Kepler. Kepler me dit que t carré sur a cube est égal à 4 pi carré sur Gm, avec m la masse de la Terre. Et donc, ma période ici est donnée. Donc, t', ça va être du 2 pi racine de a cube sur Gm. D'où un temps de transfert qui va être en donc 2 pi, il y a un pi qui simplifie, pi racine de a cube sur Gm. Donc votre temps de transfert est calculable, il dépend uniquement de A et donc de vos deux rayons, puisque A c'est R1 plus R2 sur 2. Donc vous avez tout à disposition pour trouver le temps de transfert. Il nous reste juste à comparer à la différence, enfin l'énergie qui a été dépensée. L'énergie dépensée, c'est l'énergie qui a été donnée à chaque fois lors de la variation. C'est-à-dire que quand je passe de V1 à V1', j'ai dû donner une énergie qui correspond à un écrêment d'énergie cinétique. Et de la même manière, je suis passé de V2' à V2, donc je rajoute 1,5 de m V2', V2 carré, et là j'ai V2', puisque je suis arrivé sur l'orbite haute avec une vitesse V2', j'ai fait un coup de boost pour arriver jusqu'à V2, et donc j'ai ces expressions. Alors là j'ai besoin de revenir sur la feuille précédente pour retrouver mes expressions, mais vous voyez que en fait mon 1,5 de mv1' carré, c'était simplement la différence qui était ici entre l'énergie mécanique sur mon orbite, que je peux appeler em', et donc ça va s'écrire em' plus gmm sur R1. Donc ça, c'était ma première équation, donc ici. Et puis quand j'arrive sur l'orbite haute, on avait trouvé que 1,5 de m v2 prime carré. De la même manière, c'était l'énergie que j'avais sur cette orbite elliptique, donc le em', plus gmm sur R2. Donc, avec ces deux expressions, vous voyez que ici, en remplaçant, je me retrouve avec l'énergie dépensée qui va s'écrire em' plus gmm sur R1 moins 1,5 de mv1 carré plus 1,5 de mv2 carré, moins, et ce terme-là, je peux le remplacer par em' plus gmm sur R2. Là, les em' se simplifient gentiment. Le 1,5 de mv1 carré, V1, je vous rappelle que c'est racine de gm sur R1. Donc là, j'ai la moitié de ce terme-là. Donc ces deux-là ensemble, ils font normalement 1,5 de gmm sur R1. Et ces deux-là ensemble, pour la même raison, V2, c'est racine de gm sur R2. Et donc quand je mets ensemble celui-là et celui-ci, j'ai la moitié de ça. Comme je le soustrais, j'ai du moins 1,5 de gmm sur R2. Et si vous voyez votre énergie dépensée, elle correspond
à ça qui est l'énergie mécanique de l'orbite circulaire à la distance R2, et je lui soustrais, je lui ajoute ça, et qui est avec un moins, donc si je veux soustraire, je rajoute un moins, et avec ce moins-là, ça me fait l'énergie mécanique qui est sur l'orbite M1. Et donc l'énergie dépensée, c'est l'énergie, c'est justement l'énergie qu'il faut pour passer de l'orbite proche à l'orbite plus éloignée. C'est la variation d'énergie mécanique. Vous avez fourni de l'énergie à votre système en injectant lors des boosts. Ok, alors on continue avec l'exercice 14, celui qui s'appelle Free Fall Time, et qui correspond à un exercice dont l'énoncé est très très court, mais qui est extrêmement intéressant et dont la résolution pourrait peut-être relativement longue si jamais vous ne le prenez pas correctement. Alors l'idée est la suivante, vous avez un objet qui est à la même distance du Soleil que de la Terre, sauf qu'au lieu de le lancer à 30 km par seconde, puisque vous savez que la Terre va à une vitesse par rapport au Soleil de 30 km par seconde, donc vous le laissez tomber sans vitesse initiale, et on se pose la question, il va être attiré par le Soleil, en combien de temps cet objet va pouvoir venir jusqu'au Soleil. Donc exercice 14, vous avez votre Soleil qui est au centre, vous mettez votre objet qui est qui démarre à la même distance, oh là là, les cercles ça va pas du tout, donc à la même distance que la distance Terre-Soleil comme ça, et cet objet partant sans vitesse initiale, il va finir par tomber vers le Soleil, et on veut savoir au bout de combien de temps il se prend le Soleil. Alors bien sûr, on va approximer le Soleil à un point matériel. En fait, il faudrait se dire que c'est quand même une boule de 700 000 km de rayon qui est relativement importante. Et donc on cherche le temps TFF, pour Free Fall Time, le temps de chute vers le Soleil. Alors, pour résoudre cet exercice-là, il y a deux méthodes. Il y a une méthode calculatoire qui fait intervenir des intégrales notamment, et puis il y a une méthode, je ne vais pas dire astucieuse, mais de physicien qui essaye d'utiliser ce qu'on connaît déjà. Alors, je vais commencer par la méthode légèrement calculatoire pour vous montrer combien on peut être rapide, et j'en profiterai pour calculer une intégrale très compliquée, simplement en utilisant un petit raisonnement à la physicienne derrière. Bon, donc au niveau de la méthode calculatoire, on s'intéresse au temps de chute. Alors, vous savez que dans votre système il est conservatif, c'est-à-dire que la seule force qui s'exerce sur votre point matériel, c'est la force de gravité, et on a donc l'énergie mécanique de notre système qui est constante et qui vaut à tout moment 1/2 de mv carré moins gmm sur r, avec r la distance actuelle au centre du Soleil. Or, vous avez une chute directe, ce qui veut dire que votre V s'écrit vectoriellement juste R.ER, parce que initialement vous aviez un θ point nul, donc un moment cinétique qui était nul, et comme il y a conservation du moment cinétique, le θ point reste nul, puisque R lui n'est pas nul. Donc c'est θ point était nul initialement, et le reste par conservation du moment cinétique. Bien, alors maintenant qu'on a ça, on peut écrire donc du moment cinétique. Maintenant qu'on a ça, on peut écrire l'expression de l'énergie, et notamment essayer de déterminer cette constante, puisque finalement cette constante, c'est la valeur qu'on avait au départ. Au départ, on est où? On est à une distance R égale dts, et on a une énergie au moins gmm sur dts, et on a une énergie cinétique qui était nulle. Donc je me retrouve avec une équation différentielle qui me donne 1/2 de m dr sur dt, c'est-à-dire mon r point, au carré, qui est égal à gmm facteur de 1 sur r moins 1 sur la distance Terre-Soleil. Alors pour résoudre ce truc-là,
On va de nouveau utiliser l'astuce qui correspond à faire une séparation de variables. Alors déjà, on voit que la masse se simplifie. On a donc dr sur dt, ou valeur absolue de dr sur dt, plus exactement, qui s'écrit racine de 2gm fois 1 sur r moins 1 sur dts à la puissance 1,5. Alors, dr sur dt, vous voyez bien que r diminue, donc en fait la valeur absolue de dr sur dt c'est moins dr sur dt. Maintenant je veux faire une séparation de variables effective. Je vais faire passer le dt à droite et tout le reste à gauche. Donc je me retrouve avec du dr divisé par un gros truc. Le gros truc en question, c'est racine de 2gm, facteur de 1 sur r moins 1 sur dts. Le moins reste là-dedans et j'ai à tout instant le petit incrément de rayon, ou petit décrément de rayon, parce que ce dr va être négatif, qui est relié à l'incrément de temps. Tout simplement, moi ce qui m'intéresse, ça va être de sommer ces temps depuis l'instant initial jusqu'au fameux TFF pour le temps de chute libre. Inversement, pendant ce temps-là, le rayon est parti de la distance Terre-Soleil et on est arrivé normalement jusqu'à 0 à la fin. Donc on a une relation qui me dit que mon DTF, mon TFF, pardon, mon temps de chute libre, qui correspond à l'intégrale des dt de 0 à TFF, c'est égal, alors étant donné que j'ai un moins ici, je vais remettre les bornes dans le bon sens, et puis comme ça on est tranquille, à l'intégrale de 0 jusqu'à la distance Terre-Soleil de dr sur racine de 2gm, facteur de 1 sur r, moins 1 sur dts. Alors c'est une bonne... Alors j'ai oublié la puissance 1,5 qui est là. Hop, il y a aussi une racine. Donc c'est une belle grosse intégrale, impropre en plus, parce que vous voyez qu'en DTS, 1 sur DTS moins 1 sur DTS, ça fait 0, donc 1 sur 0, ça fait l'infini, et en 0, j'ai du 1 sur 0, alors 1 sur 0, ça fait l'infini, on divise par 0, par l'infini, donc ça nous donne un intégrand qui est nul, ça à la limite, ça peut encore passer, mais il y a une des bornes pour lesquels c'est un peu compliqué. Alors vous verrez en maths comment faire, il suffit de calculer jusqu'à l'intégrale, jusqu'à juste en dessous de la valeur qui pose souci, et ensuite faire tendre le epsilon qui reste vers 0 et voir si par hasard ça ne tendrait pas vers une limite finie, ce qui permet de définir des intégrales à propre, mais ça il me semble c'est au programme de deuxième année en mathématiques. Donc ça me fait une grosse intégrale à calculer et pas du tout évidente. Alors, en plus, on vous demande de l'exprimer en fonction de la période de révolution de la Terre autour du Soleil. Alors, vous voyez qu'il y a du racine de Gm, il y a du distance Terre-Soleil, il y a une puissance 1,5. Il y a peut-être de quoi faire apparaître une loi de Kepler qui nous permettrait de revenir à notre période de rotation de la Terre autour du Soleil. Donc, dimensionnellement, c'est relativement facile. Mais il va falloir bosser quand même un tout petit peu. D'ailleurs, si vous voulez demander à M. Bougnol de vous calculer cette intégrale-là, il va falloir l'aider un tout petit peu, parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres pour que ce soit facile à utiliser. Donc on commence par exemple par définir U qui sera R sur DTS, de sorte à avoir quelque chose, une intégrale qui ira de 0 à 1. Donc déjà, ça sera beaucoup plus sympathique. Donc on n'a que DU multiplié par la distance Terre-Soleil, c'est égal à dr. Alors ces 2D, c'est les dd différentiels, mais ça c'est le d de la distance. Le choix de l'énoncé n'était pas forcément évident, ou plutôt le choix que j'ai fait moi pour pouvoir obtenir ces notations n'était pas forcément le meilleur. Donc je peux remplacer le dr par cette expression-là, donc ça me donne l'intégrale de 0 à 1 de la distance Terre-Soleil fois le du. Le racine de gm
Je l'ai, et vous voyez que là, R, c'est U fois DTS, donc je peux mettre le DTS à la puissance 1,5 en facteur, donc U fois DTS, donc ça me fait du 1 sur U moins 1 à la puissance 1,5. Et donc, si je mets tout ensemble, vous voyez apparaître DTS divisé par l'inverse de DTS à la puissance 1,5, ça me fait du DTS à la puissance 3,5. En d'autres termes, je vais me retrouver avec une racine de DTS au cube sur 2GM fois l'intégrale de 0 à 1 de DU sur racine de 1 sur U moins 1. Voilà, donc ça, c'est une intégrale que vous pouvez présenter à Monsieur Bougnol pour le faire calculer. Et là-dedans, vous voyez que là, on reconnaît un petit peu quelque chose, puisque la période de la Terre autour du Soleil divisée au carré divisé par DTS au cube, c'est 4pi carré sur GM. Donc ce DTS cube sur GM, je peux le remplacer par T carré sur 4pi carré. Donc avec la racine, ça me donne la période de la Terre autour du Soleil divisé par 2pi, il y a encore un racine de 2 qui restait quand même dans l'affaire, fois cette intégrale. Voilà, donc on fait apparaître explicitement la période de la Terre autour du Soleil, donc 1 an, et ce temps de chute libre va s'exprimer en fonction de ce 1 an, et puis du coup si l'ensemble là ça vaut un tiers, ça veut dire qu'il faudra 4 mois pour tomber, si ça vaut un douzième, ça veut dire qu'il faut que 1 mois, ce qui est déjà important, si ça vaut 1 sur 365, un 365e, ça veut dire qu'il suffit d'un jour pour être avalé par le Soleil, donc on peut se poser la question de combien de temps il va falloir. Bon, donc il ne reste plus, finalement le physicien il a fini son boulot, il peut demander même à Python de calculer ça, sachant qu'il y a quand même deux difficultés. Quand U vaut 0, 1 sur U, Python va un petit peu faire la tête si on lui donne ça sous cette expression-là. On peut très bien mettre sous même dénominateur, le faire passer au-dessus pour faire disparaître cette difficulté. L'autre difficulté qui apparaîtra quand même, c'est quand vous approchez de 1, 1 moins 1, donc on divise par 0 à nouveau, et là, il arrivera forcément dedans. Il est possible que Quad arrive à obtenir cette expression-là, mais on peut aussi se poser la question et le déterminer de manière directe par un raisonnement physique. Alors, le raisonnement physique est le suivant. Vous avez votre Soleil qui est là. Vous avez votre masse M qui démarre là. Et moi, ce que je vais dire, c'est, en fait, au lieu de la laisser tomber avec une vitesse rigoureusement nulle, au moment où je l'ai déposée, où je l'ai lâchée à l'extérieur de la Terre, cette masse, elle avait une toute petite vitesse. Une vitesse complètement epsilonesque. Mais pas rigoureusement nulle. De toute façon, pour être rigoureusement nul par rapport au Soleil qui est super lointain, il faut être exceptionnellement précis, et vous n'êtes jamais précis à ce point. Donc la vitesse n'est pas parfaitement nulle. Donc, on peut utiliser les lois de Kepler. Les lois de Kepler nous disent quoi? Elles nous disent que tout corps sur une orbite autour du Soleil admet, et sur une orbite, si c'est un état lié, et sur une orbite qui est elliptique, dont le Soleil occupe l'un des foyers. Alors si maintenant on essaie de dessiner cette orbite, et on se dit, en fait, je tombe, mais le fait d'avoir une toute petite vitesse, ça m'a fait prendre légèrement un décalage. C'est-à-dire que j'ai tendance à partir légèrement comme ça. Et quand j'arrive proche du Soleil, hop, je retourne et je fais une ellipse qui est comme ça, très allongée. Si ma vitesse est grande, j'aurai une ellipse qui est assez grande. Mais plus ma vitesse diminue, plus j'ai tendance à tomber droit. Et il y a un moment où, en fait, je fais mon virage comme j'ai une orbite qui est très elliptique, je prends mon virage très proche du Soleil. Bien sûr, si je prends le virage trop proche du Soleil, je me prends le Soleil, puisqu'il n'est pas une masse ponctuelle. Mais globalement, je vais avoir ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Ça, c'est le grand axe de mon ellipse. Et
étant donné que le périhélie est très 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 proche du Soleil, notamment comparé à ses 150 millions de kilomètres, vous avez que ce grand axe, c'est égal à la distance Terre-Soleil. Donc on a réussi à trouver le demi-grand axe de notre orbite enfin très très elliptique, mais du coup quasiment confondu avec la ligne droite, et ça vaut la distance Terre-Soleil divisée par 2. Or, la loi de Kepler nous dit que pour toute orbite qui nous intéresse, autour du Soleil, t carré sur a cube vaut la même chose. Ce qui veut dire en l'occurrence que la période de révolution de la Terre autour du Soleil, donc les 1 an, divisé par le A de la Terre, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil, c'est aussi ce rapport-là au cube. Ce rapport-là me donne aussi la même chose que pour cette ellipse que j'ai dessinée ici. La question qui se pose, c'est quel est le lien avec le temps de chute libre? Le temps de chute libre, c'est le temps qu'il faut pour aller de là jusque là. J'ai parcouru la moitié du chemin en partant du périhélie de l'aphélie pour aller au périhélie. J'ai donc la moitié, puisque c'est symétrique de l'autre côté. Là, j'ai la vitesse qui augmente en valeur absolue, et puis là, elle rediminue. Donc, j'ai exactement la moitié de ma période. Donc, je me retrouve avec t sur 2. Bon, il ne reste plus qu'à trouver ça. Vous voyez que t, c'est la période de la Terre autour du Soleil divisé par le rapport A sur dts au cube. Et ce rapport-là, A sur dts, c'est simplement 1,5. Donc je me retrouve avec la période de la Terre divisée par 1,5, enfin multipliée par 1,5 au cube, donc divisé par 2 racine de 2. Je divise encore une fois par 2, je me retrouve avec la période de la Terre autour du Soleil divisée par 4 racine de 2. Vous avez que un quart d'année, ça fait 3 mois. Vous divisez encore par 1,5, donc vous multipliez par 2 tiers, donc ça vous donne à peu près 2 mois. Et là, rappel, on avait déterminé que TFF, le free fall time, c'était TT sur 2pi racine de 2 avec cette fameuse intégrale de 0,1 de du sur 1 sur u moins 1 à la puissance 1,5. Et ça, je viens de démontrer par un argument de physicien que c'est TT sur 4 racine de 2. Donc j'ai le racine de 2 qui se simplifie, j'ai le TT qui se simplifie, j'ai le 2 qui se simplifie partiellement avec celui-ci. Je me retrouve avec l'intégrale de 0 à 1 de du sur 1 sur u moins 1 à la puissance 1,5 qui doit être égal à pi sur 2. Donc avis aux mathématiciens dans l'assistance, essayez voir de vérifier que cette intégrale nous donne bien ça. Bon, le dernier exercice qu'on doit traiter est carrément un extrait de concours quasi complet. Il s'agit de l'expérience de Rutherford. Alors l'expérience de Rutherford, vous prenez ce qu'on appelle une particule alpha, donc un noyau d'hélium, c'est-à-dire du He2+, de masse m, de charge du coup 2+, c'est-à-dire plus 2e, et vous le lancez sur un noyau qu'on suppose immobile, qui est beaucoup plus lourd et qui a une charge plus importante, qui est au centre de votre système de coordonnées. Quand on est très loin de haut, vous avez la vitesse de lancer. Alors là, ils ont lancé la particule selon moins EX, et à une distance y0 de l'axe. Et puis, donc l'énoncé vous donne ce qu'on appelle les formules de Binet, qui sont une manière d'écrire la projection radiale de l'accélération et la norme de la vitesse en fonction d'une variable qui est de 1 sur r, et notamment en fonction des dérivées de cette variable par rapport à l'angle θ. On va voir tout à l'heure que ça nous permet de simplifier un peu les choses, et on introduit au passage la constante des airs, C0 sur m, qui a été déjà apparue pour la vitesse aérolaire, où on avait que la vitesse aérolaire c'était 1/2 de cette constante. Bon, alors on va essayer de suivre les questions de l'énoncé, de refaire un petit schéma et de voir ce qui se passe. Alors, le schéma en question, c'est vous avez votre charge en haut
qui vaut ZE. Et vous avez une particule alpha qui va lui arriver dessus, comme ça. Avec une vitesse très loin qui vaut V0 égale moins V0 selon X. Ça, c'est chargé positivement, hein, c'est un noyau d'atomes. Là, vous avez un autre noyau d'atomes qui lui arrive dessus avec une charge qui vaut 2E. Et normalement, s'il ne se passait rien, s'il n'y avait pas de force, on devrait continuer en ligne droite. Et on est ici à une distance, on passe à ce qu'on appelle un paramètre d'impact Y0. Mais à chaque endroit, à chaque position, vous avez que ce noyau-là va exercer une force qui va avoir tendance à essayer de repousser le noyau d'hélium. Et ça va avoir pour effet de le faire se déplacer comme ça. Alors, Rutherford est très connu pour cette expérience. Vous aviez une petite vidéo à regarder pour justement voir, et on devait en discuter avant que le lycée soit fermé. Donc, Rutherford est très connu parce qu'il a balancé ses particules alpha sur une feuille d'or. Et lui, ce qui s'est intéressé, c'était de voir la structure particulière du noyau. À l'époque, on pensait qu'on connaissait déjà les électrons, donc on savait qu'il y avait des petits machins chargés négativement et quasiment ponctuels, mais on se disait que le reste, c'était une soupe positive dans laquelle étaient plongés les petits électrons. Et c'est ce qu'on appelle le modèle du plum spooning de J.J. Thomson. Et ce modèle du plum spooning, voilà, a priori, si on a une soupe positive, quand vous envoyez un truc relativement lourd, parce que c'est 4000 fois plus lourd qu'un électron, ce machin-là, relativement lourd au travers, ça doit traverser votre soupe positive. Les petits électrons qui sont devant, à la limite, ils se poussent un petit peu, mais c'est pas ça qui va changer beaucoup la trajectoire. Et vous devriez avoir l'essentiel des noyaux d'hélium qui passent de l'autre côté. Alors, Rutherford a effectivement observé que les noyaux d'hélium passaient au travers, mais il a mis ses détecteurs tout autour et il s'est rendu compte qu'il y en a un certain nombre qui étaient déviés. Voire même pire, il a vraiment fait quasiment un cercle complet autour et il s'est rendu compte qu'il y en a certains qui arrivaient sur le système et qui repartaient par là. Et il avait pris une feuille d'or extrêmement fine et il en était arrivé à dire c'est un petit peu comme si vous envoyiez un obus, un boulet de canon directement sur un mouchoir en papier. La plupart du temps, le boulet de canon passe au travers, mais de temps en temps, le boulet de canon vous est renvoyé avec toute son énergie, toute sa vitesse, vers vous, donc il vous renvoie le boulet de canon à la figure. De là, on en est venu à considérer le modèle suivant de l'atome, avec un noyau positivement chargé de très petite taille, et puis un nuage électronique autour, qui permet de mieux expliquer ça, puisque comme vous avez des charges ponctuelles ici, vous avez déviation de ces charges ponctuelles du fait de l'interaction électrostatique. Et de temps en temps, si vous tapez pile sur un noyau, il y a une chance pour que votre particule alpha s'arrête et soit repoussée dans l'autre sens et vous revienne à la figure. Voilà, donc le système en question part comme ça, et la première question qu'on vous pose, c'est qu'en se plaçant dans les coordonnées polaires, en supposant bien sûr que votre système est plan, alors ce qu'on peut démontrer, mais en utilisant la question 1A, il demande quelle propriété vérifie le moment cinétique de la particule par rapport à O. Le moment cinétique de la particule par rapport à O est conservé pour la simple raison que vous avez une force, il y a une unique force qui s'exerce, et cette force est centrale. Donc, son moment par rapport à O de cette force va être nul. Donc cette force est une force de type électrostatique, et ça va être le produit des charges, donc ZE fois 2E, divisé par 4pi epsilon 0, avec epsilon 0 la constante électrique du vide, et la distance entre les deux, donc en coordonnées polaires, ça me donne R au carré selon le vecteur ER. J'ai une force qui est répulsive parce que les deux charges sont positives, donc de même signe, et qui a un plus ici. Et par contre, son moment par rapport à O est nul, parce que FE et le vecteur OM sont collinéaires, et comme le moment s'écrit OM vectoriel F,
le produit vectoriel vous donne 0. Bon, donc ça c'est la première chose. Ensuite, on vous dit, on pose U égale 1 sur R. Et on vous demande d'exprimer l'énergie cinétique de la particule en fonction de M. Alors, avant j'oublie une question. En déduire l'expression de la vitesse angulaire en fonction de V0, Y0 et R. Si le moment est conservé, ça veut dire que sigma O, il vaut toujours la même chose. S'il vaut la même chose, il vaut notamment ce que ça valait quand R tendait vers l'infini. On était infiniment loin. Et sigma O, c'est quoi? Par définition, vectoriellement, c'est OM vectoriel V, vectoriel MV. Bon, OM, je peux le mettre sous forme XEX plus YEY. Voilà, vectoriel MV. Quand on est très loin, j'ai l'infini selon X. Alors, on va pas passer par l'infini, mais très loin, vous avez que V est selon EX. Donc le produit vectoriel de XEX vectoriel EX, ça donne 0. Donc il me reste juste Y0 selon Y, puisque ça c'est bien la coordonnée Y qui va être là. Vectoriel moins MV0EX. Et je me retrouve avec du EY vectoriel EX qui me donne du moins EZ. Moins par moins, ça fait plus. Et donc finalement, je me retrouve avec du plus MY0 V0 selon EZ. Donc ça, c'est de manière vectorielle. Et de manière projetée, votre sigma O, ça s'écrit MY0 V0. Et en coordonnées polaires, on a montré dans le cours que ça valait aussi mr carré θ point. Donc, l'expression de θ point va être donnée par Y0 V0 sur R carré. Donc ça, c'est un premier résultat qui vous donne la réponse à cette première question. Bon, donc revenons à la question petit b. Il nous demande de trouver l'énergie cinétique en fonction de M, Y0, V0, U et U' qui est la dérivée de U par rapport à θ. Vous utilisez la formule que gentiment l'énoncé rappelle, qui est la formule de Binet. V carré, c'est C carré, U carré, plus du sur dθ au carré. Alors, ceux qui veulent peuvent s'amuser à le retrouver. Vous voyez que le U carré fait intervenir du 1 sur R au carré, qu'avec le 1 sur R au carré et le C carré dans lequel il y a du sigma et du R carré θ point, il y a de bonnes chances que ce terme-là, multiplié par le C carré, soit en fait le R θ point au carré. Et donc ça, il faut encore prouver que ça provient du R point. Et donc, montrer que dr sur dt, vous faites dr sur dθ fois dθ sur dt, r vous le remplacez par 1 sur u, et vous voyez ce que ça donne et comment ça se simplifie. Donc il y a moyen, normalement, pour ceux qui veulent, de redémontrer cette formule de Binet. Nous, on va juste l'utiliser, juste pénible un peu à faire, mais vous voyez que votre v carré s'écrit c carré, facteur de u carré, plus ce qu'ils appellent u' au carré, la dérivée de u par rapport à θ. L'énergie cinétique, c'est rien d'autre que 1 demi de mv carré. Et donc, vous avez l'expression de cette énergie cinétique qui vaut 1 demi de mc carré, u carré plus u' carré. Donc là, il suffit de remplacer l'expression de votre vitesse. Et c'est sigma sur m. Donc, si je regarde encore l'expression qui est là, sigma sur m, c'est Y0, V0. Y0, V0. Donc, il suffit de remplacer cette expression-là, d'où une énergie cinétique qui va s'écrire 1 demi de m Y0, V0 fois u carré plus u' carré. Voilà. Donc là, vous avez l'expression de votre énergie cinétique qui est la réponse à la question petit.
Alors, petit c, déterminer l'expression, l'énergie potentielle d'interaction coulombienne. On déduire une expression de l'énergie mécanique totale du point. L'énergie potentielle coulombienne, elle s'écrit QQ sur 4pi epsilon 0R. Alors là, je vous ramène au chapitre M3 pour la démonstration de cette expression-là. Donc là, en l'occurrence, ça s'écrit 2Z E carré sur 4pi epsilon 0R. Donc ça simplifie encore le facteur 2. J'ai du Z au carré sur 2pi epsilon 0R. Donc ça, c'est mon énergie potentielle. Je vais l'écrire en fonction de U, finalement, de Z, E, epsilon 0 et U. Donc j'ai Z, E, epsilon 0 et R. Il suffit de se souvenir que U, c'est 1 sur R. Et vous avez une expression de votre énergie potentielle avec U qui apparaît ici. Donc vous avez votre énergie potentielle, dont l'expression en fonction de U est donnée ici. On en arrive au 1. Petit d. Montrer... Alors j'ai encore l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, que l'énoncé note E, c'est simplement l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, vous avez l'expression d'avant, et donc qui va s'écrire 1 demi de m y0 v0 facteur de u carré plus u prime carré. Et vous avez cette expression-là en z carré sur 2pi epsilon 0 u. Donc ça, c'est simplement mon expression de l'énergie mécanique qui est donnée comme ça. Il suffit de remplacer, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors, il me semble que j'oublie une toute petite chose et que j'ai fait une toute petite erreur. C'est que le C, il vaut bien Y0, V0, mais là, il y avait un carré. Et donc, je me retrouve avec du Y0, V0 au carré, et ici, pareil, dans ce terme-là. Donc, voilà, on a corrigé la petite erreur d'homogénéité, puisque U, c'est du 1 sur R, donc il fallait vérifier qu'on se retrouve avec du 1 demi de m V0 carré, donc Y carré multiplié par 1 sur R au carré, ça simplifie bien. J'ai bien une énergie cinétique, ce que je n'aurais pas eu sinon. Donc là, j'ai l'expression d'énergie mécanique. Le petit d, on vous demande l'équation différentielle. Votre système est un système conservatif, puisqu'il n'est soumis qu'à une force qu'on sait conservative. Donc, ça me dit que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps doit être égale à 0. Et alors là, on n'a que des trucs, on veut faire apparaître des dérivées par rapport à θ. Donc on peut aussi dire que c'est la dérivée de l'énergie mécanique par rapport à θ multipliée par la dérivée de θ par rapport au temps qui est égale à 0. Et donc, la dérivée de l'énergie par rapport mécanique par rapport à θ qui doit être nulle, car θ point est non nul parce qu'on a supposé que sigma O il était non nul dans l'affaire, puisque sigma O il vaut ça, enfin, il est relié à ce produit-là et il n'est pas nul à condition que le Y0 soit non nul. On pourra peut-être traiter le cas Y0 égale 0 à part, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que sigma O est non nul si Y0 est non nul. Donc, on revient à cette équation différentielle. Il suffit de dériver cette expression-là par rapport à θ et voir ce que ça donne. Donc, je me retrouve avec 1 demi de m y0 v0 au carré. La dérivée de u carré par rapport à θ, ça me fait 2u fois la dérivée de u par rapport à θ, donc 2u'. Et la dérivée de u' carré par rapport à θ, ça me fait 2u' fois la dérivée de u' par rapport à θ, c'est-à-dire u seconde, comme ça. Vous voyez que la dérivée seconde par rapport à θ apparaît dans l'énoncé. Et j'ai le z carré sur 2pi epsilon 0. La dérivée de u par rapport à θ, c'est u'. Et ce machin-là, ça doit être nul.
Avec le 2 qui en facteur va gentiment se simplifier. Il me reste un U' qui est en facteur ici, ici et là par rapport à 0. Je vais aussi supposer que U' est non nul, c'est-à-dire que le rayon dépend de θ, ce qui pour l'expérience de Rutherford est assez évident parce que vous vous rapprochez, l'angle sous lequel vous voyez votre objet change et la distance change aussi. Donc, là il faudrait un petit argument, dire on n'est pas sur une orbite circulaire si jamais vous vouliez faire un truc pour démontrer en fait le caractère elliptique d'une orbite par Kepler. Mais là, ça pose pas de souci. Et vous voyez que j'ai du U plus U seconde, qui vient de cette parenthèse-là, qui va être égal, quand je le passe de l'autre côté, j'ai un moins Z E carré sur 2pi epsilon 0, et je vais devoir multiplier, enfin diviser par ce terme-là, donc M, Y0 carré, V0 carré. Et ça, c'est très exactement l'équation qui vous est proposée, sauf qu'ils ont mis la dérivée seconde avant, mais on obtient bien l'équation proposée. Bon, alors, une fois qu'on a ça, c'est facile de montrer ce qui est affirmé dans la question E, c'est-à-dire que l'équation de la trajectoire, elle s'écrit R égale P sur A cosinus de θ moins bêta moins 1. C'est facile. C'est assez direct. Pourquoi? Parce que cette équation-là, c'est quoi? U seconde plus U égale constante. C'est une équation d'oscillateur harmonique. Alors, sauf que la variable, c'est pas le temps, mais c'est un oscillateur harmonique en θ. Donc j'ai U, dont la solution s'écrit un U particulier, plus du A cosinus θ plus phi. Vous voyez que le θ, le phi en question, on va le noter moins bêta. Le A, j'ai le A qui est là aussi, et puis j'ai une... Alors je vais prendre un A' parce que ça ne va pas être exactement le même, mais ce U là, c'est 1 sur R, et donc je me retrouve avec du R qui s'écrit 1 sur A' cosinus de θ moins bêta. J'ai pris plus phi, je l'ai noté, j'ai appelé moins bêta, plus une certaine solution particulière. Et cette solution particulière, c'est la solution qui s'annule. Donc finalement, c'est ce gros morceau-là. Et vous voyez bien qu'elle est négative. Donc quand je vais l'écrire, je vais simplement avoir ça ici, moins ce gros truc-là. Et puis pour avoir un 1, il suffit que je divise par ce gros truc-là en haut et en bas, ce qui me donnera l'expression de P. Donc ça me permet de vérifier que cette expression-là est correcte. Alors, comme... le système vous dit, voilà, l'équation c'est ça, et qu'on vous demande quelle est l'expression du paramètre P de cette conique, parce que c'est l'expression d'une conique, il suffit de revenir à U, dire que U c'est 1 sur R, et ce U s'écrit donc A sur P cosinus de θ moins bêta, moins 1 sur P. Bon. Et quand j'ai ça, ça c'est pour U, et U seconde, c'est la dérivée seconde de ce terme-là. Ça fait 0, et la dérivée seconde du cosinus. Dérivée première, ça fait du moins sinus, dérivée seconde, ça redonne du cosinus, donc il me reste le moins du moins sinus, A sur P, cosinus de θ moins bêta. Et comme le coefficient devant θ, il est égal à 1, il n'y a rien qui sort du cosinus comme on avait avec les cosinus oméga t, avec le oméga qui sortait, puisque là oméga il serait égal à 1 si vous voulez. Donc j'ai du U seconde qui s'écrit comme ça, et quand je fais la somme U plus U seconde, qu'est-ce qui me reste? Les deux cosinus se simplifient, c'est le but, il me reste moins 1 sur P. Et je sais d'après cette équation que ça c'est égal à moins Z E carré sur 2pi epsilon 0 m y0 carré v0 carré. Et donc, j'ai une expression explicite de P qui s'écrit 2pi epsilon 0 m y0 carré v0 carré sur z e carré. Voilà. J'ai ma conique et je connais le paramètre de cette conique. Alors,
On vous demande ensuite de déterminer A et bêta à partir des conditions initiales. Donc, les conditions initiales, vos conditions initiales, vous partez de R égale l'infini et de θ égale 0. Si R égale l'infini, ça veut dire U égale 0. Et U, il s'écrivait, j'ai encore l'expression que je me suis amusé à faire à cet endroit-là. Il s'écrit A sur P, avec P qui maintenant est connu, il est déterminé par l'équation différentielle, j'ai pas le choix là-dessus. Par contre, A et bêta sont mes deux constantes d'intégration, donc c'est A cosinus de θ moins bêta et moins 1 sur P. Donc ça, c'est mon expression de U. Je sais que quand U est égal à 0, quand θ égale 0, ça me donne une première équation qui est A sur P cosinus de moins bêta moins 1 sur P. Alors là, le problème, c'est que j'ai deux inconnus. Vous voyez que P, il simplifie. Donc finalement, j'ai 0 qui est égal à A cosinus bêta moins 1. Et donc, je me retrouve avec du A cosinus bêta qui est égal à 1. Donc là, ça me donne deux équations, deux inconnus pour une seule équation. Donc, on va être embêté. Il me faut une deuxième équation, une deuxième condition. Et cette deuxième condition, c'est que la vitesse, quand justement U est égal à 0, ou quand θ est égal à 0, cette vitesse, elle va aller vers 0. Or, avec les formules de Binet, on avait que cette vitesse, c'était c carré, facteur de u carré plus u prime carré. J'ai u qui est égal à 0, donc c'est égal à c carré u prime carré. Alors la question, c'est que vaut u prime. Si j'ai u qui vaut ça, ça veut dire que u prime, il s'écrit moins a sur p cosinus de puisque la dérivée de cosinus c'est sinus, de θ moins bêta. Donc u' de 0, ça me donne moins a sur p sinus de moins bêta. Moins par moins, parce que sinus de moins bêta c'est moins sinus bêta, ça me fait plus, donc je me retrouve avec V0 est égal à V0 carré, puisque Binet nous donne des informations sur la vitesse au carré. V0 carré égale C carré, alors là aussi c'est au carré, U' carré, donc ça c'est au carré. Alors du coup les signes on s'en fiche, ça me donne du A carré sur P carré sinus carré bêta. Bon. Alors cette expression, on peut voir un peu à quoi ça correspond. Comme le c carré en question, le c on l'avait calculé sur la feuille d'avant, même encore plus loin. Donc on avait montré que c c'était y0 v0. Le c carré, il y a le v0 carré qui va se simplifier, donc il me retrouve du y0 carré a carré sur p carré sinus carré bêta. Et donc vous pouvez en déduire que sinus bêta, enfin le a sinus bêta, comme toutes les grandeurs qu'on cherche, ça va être positif, donc ça va être du P sur Y0. Bon, j'ai du A cosinus bêta qui vaut 1, j'ai du A sinus bêta qui vaut P sur Y0. Je les mets ces deux équations-là ensemble en faisant le rapport, donc j'ai tangente bêta qui est donc égale à P sur Y0. Donc ça me permet de déterminer bêta, et puis si je fais ça au carré plus ça au carré, a cos carré plus a sin carré, a carré sin cos carré plus a carré sin carré, ça fait a carré, et ça donne 1 plus le carré de P sur Y0. Donc en d'autres termes, je me retrouve avec du A qui vaut racine de 1 plus P sur Y0 au carré.
C'est légèrement calculatoire, mais il faut bien penser ici que pour votre condition initiale, vous avez besoin de deux choses, et à partir du moment où vous avez déterminé vos conditions initiales, ça vous permet d'obtenir une expression correcte, enfin qui peut être intéressante de la situation. Bon, on a fait le plus dur, il reste maintenant à regarder, obtenir les fruits de notre travail, c'est-à-dire à regarder la partie intéressante sur l'angle de déviation. Donc la question qu'on vous pose, c'est lorsque la particule s'éloigne, donc je vous rappelle que la particule elle fait un truc comme ça, elle se rapproche et ensuite elle repart par là, et puis vous allez avoir une direction une direction en fait asymptotique par rapport à laquelle elle va se balader, et un angle phi de déviation qui va correspondre à notre situation. Alors, première question. Quelle est la norme de la particule quand elle est très loin et elle se déplace à une vitesse V1? Ben, on a que norme de V1 est égale à norme de V0 par conservation de l'énergie, parce que l'énergie mécanique, elle était égale à 1 demi de mv0 carré plus 0, puisque l'énergie potentielle, quand vous étiez tout loin là-bas, elle était nulle, puisque R était infini, et elle doit être égale à l'énergie une fois qu'on est là-bas, et donc, par définition de V1, c'est 1 demi de mv1 carré, et comme je suis là aussi à l'infini, le 1 sur R tend vers 0, et donc j'obtiens 0, ce qui me donne que V0 doit être égal à V1, ou V0 carré égale V1 carré, ce qui revient à dire que la norme de V1 est égale à la norme de V0, c'est-à-dire le V0 qu'on a introduit dès le départ. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire, j'ai un certain angle de déviation. Alors, je reviens de nouveau à mon expression de U qu'on avait déterminée et utilisée à cet endroit-là. Donc ça s'écrit A sur P cosinus de θ moins bêta plus 1 sur P, moins 1 sur P, pardon, moins 1 sur P. Et quand on part ici vers R qui tend vers l'infini, on a U égale 0 de nouveau. Et ce U égale 0, c'est quand on est à un cosinus phi moins bêta, moins 1 sur P. On peut le passer du même côté, P se simplifie, je me retrouve à du A cosinus de phi moins bêta, qui doit être égal à 1. Et tout à l'heure, on avait montré que 1, c'était aussi la valeur de A cosinus bêta. C'était l'expression qu'on a encore demi-encadrée ici, ça nous donne l'expression du cosinus bêta. Ben là, vous avez les A qui simplifient, donc une expression de cosinus de phi moins bêta, qui doit être égale à cosinus bêta. Et pour qu'il y ait égalité, bah, soit phi moins bêta est égal à bêta, donc phi est égal à 2 bêta, ça c'est la première possibilité. Soit, bah, comme cosinus, si cosinus x égale cosinus de y, bah, on peut avoir y qui est égal à moins x, puisque cosinus est pair. Donc soit bêta moins phi est égal à bêta, donc phi égale 0. Et phi égale 0, ce n'est pas la solution qui m'intéresse, puisque c'est la solution initiale. Alors c'est normal qu'on en trouve deux, hein. On est à deux endroits à l'infini, au départ et à l'arrivée. Donc ça, c'est le départ, ça, c'est l'arrivée, et c'est l'arrivée qui va nous intéresser. Donc, on trouve un angle phi qui doit être égal à 2 bêta, d'où, comme tangente bêta était égale à P sur Y, c'est 2 arctangente de P sur Y0. Alors, on a donc ce 2 arctangente de P sur Y0. Il faut remonter à l'expression de P qui est cachée ici, pour voir que P, lui, il est proportionnel à Y0 au carré. Donc finalement, j'ai du 2 arctangente d'une constante fois Y0. Et donc cette constante, c'est ce gros machin-là divisé par Y0, enfin, où on enlève le Y0 au carré. Et quand on voit ça, ça tend vers 0 quand Y0 tend vers 0.
Et ça, c'est le cas où quand le paramètre d'impact, parce que le paramètre d'impact, c'est cette hauteur-là, donc quand le paramètre d'impact tend vers 0, vous allez vous prendre votre système et il va vous revenir à la figure. Si vous avez un Y0 qui est suffisamment grand, vous n'allez quasiment pas dévier, donc votre bêta, c'est arctangente de l'infini, donc je me retrouve avec 2 fois pi sur 2, et pi sur 2, 2 fois pi sur 2, ça fait pi, c'est-à-dire qu'on continue en ligne droite. Plus vous vous rapprochez, plus ça va être dévié, puis il y a un moment où c'est complètement dévié quand vous passez ici, et ça vous revient à la figure. Donc les applications numériques vous permettent de dire ça. Pour 10-11 mètres pour Y0, vous trouvez que 180 moins phi, donc le décalage par rapport à 180 degrés, donc par rapport à la ligne droite, c'est 0,17 degrés. Quand vous prenez du 10-12 mètres, vous trouvez du 1,7 degrés. Et quand vous trouvez 10-12 mètres et 10-13 mètres, on se retrouve avec à peu près 17 degrés d'écart. Et plus vous vous rapprochez, plus vous avez un truc qui va être important, et ça va être globalement relié à la taille de votre noyau. Quand vous avez un paramètre d'impact qui est de l'ordre de grandeur de la taille de votre noyau, vous allez renvoyer le boulet de canon dans votre figure et obtenir quelque chose, montrer, cette expérience de Rutherford, c'est ce qui fait tout son intérêt, c'est de déterminer ce qui va se passer au niveau de la structure de la matière. Donc ça, c'est la question 3 que j'ai donnée en fait en introduction. Si vous balancez des tas de particules alpha sur des tas de noyaux, statistiquement, la plupart vont passer au travers, puisque la matière est principalement vide. En gros, j'ai un noyau là, un noyau là, un noyau là, un noyau là, un noyau là. Donc, il y a beaucoup de zones où vous allez passer très loin des noyaux en étant très peu dévié. Mais de temps en temps, vous en avez qui vont repartir à l'envers. Et quand ça repart à l'envers, ça repart vraiment à l'envers. Vous n'avez pas juste une petite déviation. Ceux qui repartent sont entièrement renvoyés dans l'autre sens, et ça vous apprend que la matière est principalement pleine de vide et que vous avez quelques endroits avec vos noyaux qui sont très denses et très chargés, et d'où la charge est particulièrement ramassée. Voilà.